Oui, je voudrais commencer par dire que j'aime pas l'idée le terme de extrême droite, parce que comme l'a dit Jean-Yves Camus, ça laisse entendre qu'il y aurait une continuité entre la pensée libérale ou conservatrice qui est celle de la droite et l'extrême droite, qui encore, il a bien raison de le souligner, n'a rien à voir et constitue une rupture avec cette pensée de droite. Je préfère le terme de populisme, de xénophobie populiste, de national populisme pour le distinguer du populisme de gauche, car nous avons affaire en effet à deux populismes rivaux en Europe et aux États-Unis, à savoir, et puis dans l'Amérique latine aussi, un populisme de droite et un populisme de gauche. En effet, le populisme de droite n'est pas critique de la démocratie et de ce point de vue-là, il ne rentre pas dans la définition de ce qu'était l'extrême droite autrefois, comme le fascisme, par exemple, qui constitue une critique fondamentale de la démocratie. Au contraire, les populistes comme de droite comme de gauche, au contraire, réclament davantage de démocratie. Ils sont par exemple très favorables au référendum d'initiative populaire et à la pratique du référendum en permanence parce qu'ils pensent, ils exigent qu'on rende, en fait, on rende la parole au peuple. Le peuple, évidemment, c'est tel qu'ils le conçoivent eux-mêmes, et je vais expliquer la différence entre le peuple tel que les démocrates le conçoivent et tel que les populistes le conçoivent eux-mêmes. Ils demandent, ces populistes, davantage de démocratie directe, ils demandent surtout davantage de souveraineté populaire, ce qui est aussi une caractéristique démocratique. La démocratie telle que nous l'avons bâtie avec la Révolution française est précisément construite sur l'idée de souveraineté populaire, de contrôle par le peuple de ses responsabilités, de la politique, etc. D'où le fait que ces populistes ont en commun, encore une fois qu'ils soient de droite et de gauche, une grande méfiance envers tout ce qui permet de limiter ou de contrôler la souveraineté populaire, comme par exemple le contrôle de constitutionnalité qui est typiquement libéral. Quand j'avais fait plusieurs émissions assez hostiles, vous l'imaginez, envers Orban en Hongrie, et j'ai été invité par l'ambassadeur de Hongrie à Paris à discuter avec lui. Et quand je lui ai dit la démocratie libérale, ça comporte en particulier l'équilibre des pouvoirs, le contrôle de constitutionnalité, l'équilibre entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire, il m'a dit ah non non non, ça c'est pas démocratique, c'est libéral. Et nous ne sommes pas libéraux, nous sommes pour la démocratie illibérale avec Orban. Je pense que ça c'est un aspect absolument fondamental, l'idée que la souveraineté populaire ne doit être limitée par rien, ni par le contrôle de constitutionnalité, ni à la limite d'ailleurs par le contrôle parlementaire, ni surtout par les agences internationales comme l'OMC, comme l'Union européenne elle-même, d'où l'hostilité profonde des populistes européens envers les institutions européennes qu'ils ressentent précisément comme une limite posée à la souveraineté populaire dont ils se réclament. Une des choses aussi qui me fait penser qu'il ne faut pas utiliser à la légère l'expression extrême droite, mais plutôt droite populiste ou droite xénophobe ou droite nationale populiste, c'est que le contexte a profondément changé depuis l'apparition du mouvement de Jean-Marie Le Pen dans les années 70 et aujourd'hui. Nous sommes dans une conjoncture historique très différente de celle des années 70, 80 et 90, qui est tout simplement un recul de l'aspiration à la démocratie dans le monde. Dans les années qui ont suivi 1989 et la chute du rideau de fer, la chute du communisme en Europe centrale et la désintégration de l'Union soviétique, nous avons été nombreux, et j'en fais partie, à avoir cru avec Francis Fukuyama que nous étions arrivés à la fin de l'histoire, à savoir que l'aspiration à la démocratie libérale était si puissante dans le monde parce qu'elle nous avait rendus riches et prospères, nous les Occidentaux, que cette aspiration a été généralisée et que le monde entier, à commencer par la principale puissance, la Chine, était en train de se convertir à la démocratie libérale. Nous voyons aujourd'hui qu'il n'en a rien été, nous nous étions trompés du tout au tout. Nous avons affaire au contraire à un défi de régimes autoritaires qui apparaissent, et là c'est un point commun avec les années 30, qui apparaissent comme plus protecteurs, ces régimes autoritaires, des peuples que ne le sont les démocraties libérales. La Chine met en avant le fait qu'elle a été non seulement l'origine du coronavirus et de l'épidémie qui nous touche, mais surtout le pays qui aurait le mieux géré par des mesures extraordinairement autoritaires de confinement, de contrôle de la population, y compris par les méthodes de la technologie la plus moderne, le pays qui aurait le mieux combattu cette épidémie. Ça finit par poser problème dans beaucoup de pays du sud du monde, en Afrique, en Amérique latine. La propagande chinoise ou russe tendant à dire que les régimes autoritaires illibéraux
paratotalitaires ou en tous les cas autoritaires protègent mieux leur population des défis mondiaux que les démocraties libérales, cette idée commence à faire son chemin et on le voit dans le fait que dans le sondage qui a été récemment proposé par, je le retrouve, par Dominique Régnier, sur les libertés à l'épreuve du siècle, une enquête planétaire qui porte sur 55 pays et qui est diffusée en ce moment sur le site de la Fondation pour l'innovation politique, la Fondapol, on voit effectivement qu'en particulier, et je le disais dans mon bouquin récemment paru sur les woke, dans nos démocraties, la jeunesse est la partie de la population la plus réceptive aux thèses autoritaires, qu'on voit que quelque chose comme 20 à 25% des jeunes dans les pays les plus démocratiques, les plus traditionnellement démocratiques comme la Suède ou la Grande-Bretagne en Europe, seraient favorables à un régime d'experts n'ayant pas de compte à rendre à un Parlement, on voit que la propagande autoritaire est en train de passer assez dangereusement dans notre population. Donc on a affaire à ce défi. On a aussi affaire à un autre défi qui est que la mondialisation a bénéficié à beaucoup de catégories, en gros les catégories à l'aise avec les flux d'informations, avec l'anglais, qui ont simplement équipé en matière de diplôme pour bénéficier des opportunités nouvelles offertes par cette mondialisation, et puis surtout des prix bas, des ordinateurs, des vêtements, des voitures, etc., parce que la concurrence a joué et que la délocalisation a permis de faire baisser les prix. Donc nous, en gros, les privilégiés de la compétence et du savoir, nous avons beaucoup bénéficié de la mondialisation, nous nous sommes enrichis. Mais il faut voir que toute une partie de la population a ressenti un sentiment d'abandon, que une bonne partie de la classe ouvrière traditionnelle qui avait l'habitude, aux États-Unis comme en Europe occidentale, de bénéficier de salaires relativement confortables, de progression de carrière, surtout d'une sécurité de l'emploi formidable grâce à une forte tradition syndicale, cette classe ouvrière est tombée en grande partie en déshérence, qu'aujourd'hui, une bonne partie d'entre elles, aux États-Unis, c'est très frappant, est au chômage, survit de petits boulots. En tous les cas, qu'une bonne partie de la classe ouvrière en Europe est tombée dans des conditions de précarité extrême et qu'elle était donc, elle constituait une masse électorale en plein désarroi, convaincue, qu'il est facile de convaincre que les thèses de la droite populiste, à savoir reprendre le contrôle, qui est le grand thème de l'extrême droite aujourd'hui, de la droite populiste et de la gauche populiste aussi, reprendre le contrôle, c'est le thème du moment, c'est le thème qui permet effectivement à la droite populiste de se présenter comme la protectrice de la classe ouvrière et qui fait que ce paradoxe extraordinaire qui aurait imaginé ça il y a 30 ans, que les ouvriers votent pour l'extrême droite, alors que théoriquement l'extrême droite était plutôt la représentante des patrons et des possédants, pas des pauvres et des précaires. L'extrême droite est devenue le refuge des précaires. Je voudrais citer deux bouquins très intéressants parus aux États-Unis, et l'un aux États-Unis, l'autre en Grande-Bretagne. Celui de Michael Lind qui s'appelle The New Class War, qui présente précisément les thèses du populisme de manière plutôt favorable, en expliquant que les élites du savoir, en réalité, poursuivent leurs propres intérêts de manière cynique, mettent en avant des thèmes sociétaux, culturels, d'émancipation individuelle, au détriment des thèmes classiques du socialisme, de la défense des intérêts collectifs, et que ça a monté contre la démocratie une bonne partie du peuple profond. Et celle de David Goodhart, qui oppose de manière très intelligente ce qu'il appelle les gens de quelque part aux gens de n'importe où. Et on retrouve à peu près la même idée. Les gens de quelque part, c'est ceux qui ont un ancrage profond parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ne peuvent pas voyager à travers la planète et qu'ils sont quelque part liés à leur famille d'origine, parce que c'est les parents qui, tout simplement, parce que c'est les grands-parents qui gardent les enfants pendant que les parents travaillent. Et les gens de n'importe où, c'est ceux qui peuvent vivre à peu près n'importe où, parce que leur culture et leur diplôme, leur niveau de formation est, comme il dit, portable et donc peuvent s'exporter partout. La nouvelle lutte des classes, ils n'ont pas tort l'un et l'autre, elle passe en effet entre ceux qui sont détenteurs de diplômes et de compétences qui leur permettent d'évoluer dans le nouveau monde issu de la mondialisation et ceux pour qui la mondialisation a été un drame, qui veulent au contraire donc reprendre le contrôle. Pour finir, je voudrais dire que quand on parle de populisme de droite et de gauche, je ne m'étendrai pas sur le populisme de gauche, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais quand on parle du populisme de droite, il faut bien voir qu'il y a toutes sortes de populisme de droite. Il peut aller des plus modérés, comme le mouvement Forza Italia de Berlusconi, qui a été probablement le précurseur
de ces populismes de droite, mais qui est effectivement devenu, plus ça va, un mouvement assez modéré, mais ça va jusqu'au néonazisme. Aube dorée, ce n'est pas un mouvement simplement populiste et xénophobe, c'est un mouvement nazi en Grèce. Et entre les deux, vous avez effectivement toutes sortes de variations dont le Rassemblement national en France fait partie. Dernière chose sur laquelle j'aimerais parler, le fait que dans beaucoup de pays d'Europe en particulier, les mouvements populistes xénophobes ont essayé de se déradicaliser, du moins en apparence. Il est évident que Jean-Marie Le Pen était un antisémite patenté, ils ne sont cachés d'ailleurs nullement. Marine Le Pen, elle a fait toutes sortes d'efforts pour montrer que son mouvement n'était pas antisémite. Il peut être éventuellement raciste, anti-maghrébin, anti-musulman, mais il n'est pas antisémite. C'est un changement. Beaucoup d'autres partis populistes de droite en Europe ont fait le même choix. Pour certains d'entre eux, ça a été payant parce que la digue dont nous parlions entre la droite et l'extrême droite a cédé ici ou là et que certains de ces partis ont été associés au pouvoir. C'est le cas en Italie, en particulier avec la Lega. C'est le cas dans d'autres pays comme l'Autriche aussi, où l'extrême droite a été associée brièvement, enfin un certain temps, au pouvoir. Une des leçons de cette association au pouvoir de ces partis, c'est que ça ne leur a pas bénéficié sur le plan électoral. À chaque fois, l'épreuve du pouvoir a montré que leur solution soi-disant radicale, en réalité, n'était pas crédible, n'était pas tenable et n'avait pas amené les améliorations des niveaux de vie et de la lutte contre la précarité qu'ils avaient promis à leur électorat. Donc, c'est une leçon à tirer. Moyennant quoi, beaucoup d'autres partis populistes de droite n'ont pas été associés au pouvoir. C'est en particulier le cas de l'AfD en Allemagne, face à laquelle les autres partis de gouvernement ont pratiqué cette digue dont nous parlions tout à l'heure, et ça ne leur a pas bénéficié non plus. L'AfD est plutôt en baisse en Allemagne. Mais il faut voir que quand même dans plusieurs pays d'Europe, comme les Pays-Bas, la Norvège, la Lettonie, la Suède et l'Allemagne, le populisme le populisme de droite, encore une fois, continue à exercer une forte pression sur les institutions et nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Dernière remarque, je ne crois pas personnellement à la fameuse thèse des barrages établis par les partis de gauche qui voudraient donner des leçons aux partis de droite sur cette question. Laurent Bouvet, hélas disparu, le fondateur du Printemps républicain, se moquait souvent, souvenez-vous, de la gauche castor, celle qui fait des barrages. Les barrages, c'est pas à la gauche de les édifier. Le boulot de la gauche, ça serait plutôt de fournir des solutions aux problèmes de cette précarité, de cette baisse du pouvoir d'achat, de cette paupérisation des classes moyennes, de cette insécurité économique, sociale et culturelle qui frappe les classes moyennes inférieures et qui a donné chez nous la révolte des Gilets jaunes. Ça serait le boulot de la gauche, d'imaginer des solutions et non pas de faire des barrages, parce que l'antifascisme face à des gens qui ne sont pas des fascistes, parce qu'ils n'ont rien à voir avec les mouvements fascistes type mussolinien, ils ne réclament pas l'abolition de la démocratie, du Parlement, ni la création de chambres des métiers, ni un parti unique, encore moins. Ce ne sont pas des fascistes, ce sont des populistes de droite, des xénophobes, des national-populistes. Donc, les interpréter avec l'idée que nous sommes en train de revivre les années 30, c'est une ineptie. Les barrages, ça permet simplement à un certain nombre de militants de prendre la pose devant leur miroir et de se trouver beau dans le miroir de l'antifascisme, pour citer une phrase d'Alain Finkielkraut. Merci beaucoup, Brice. Merci. Je vais passer